Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce Bibliogrill du mois d'octobre. Le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est l'animation de réseaux de lecture publique à l'échelle d'un territoire communautaire, avec toutes les complexités que cela suppose. Aujourd'hui, le prisme de ces complexités, c'est l'échelle métropolitaine, puisque c'est l'équipe de Toulouse que nous avons invitée, mais aucun territoire n'ayant échappé à des recompositions ces 10 dernières années, nous gageons que cela parlera à d'autres échelles également. Peut-être que si nous ne répondons pas à tout, nous ferons un autre Bibliogrill avec d'autres échelles invitées. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Tachot, directeur des bibliothèques et du livre de Toulouse Métropole, et son collègue Sébastien Nardot, responsable de la vie littéraire, pôle innovation territoriale. Et les intitulés de vos postes déjà ne sont pas anodins. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne-Léonore. Alors, merci d'être là. En très rapide introduction, je vais juste dire 2 mots sur la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Donc, c'est 2015. L'objectif de cette loi, c'est réduire le nombre de structures administratives et rationaliser l'action publique pour plus d'efficacité, plus de visibilité, lisibilité. Ça a généré un phénomène d'intercommunalité qui a redistribué des compétences et sur des axes qui n'étaient pas forcément des compétences, accru la collaboration entre les différents services et posé un certain nombre de défis financiers. Et avant de vous poser ma première question, je tiens à souligner le travail de l'ABF à travers sa commission Bib en réseau, son blog, sa boîte à outils. C'est un travail très précieux pour appréhender toutes ces modifications, toutes les différentes organisations, les axes de travail que ça implique, les différentes solutions, parce qu'il n'y a pas une solution unique, loin de là, puisqu'il n'y a pas une configuration qui ressemble à une autre, et la manière d'appréhender les évolutions. Donc, petit hommage à nos collègues qui nous aident tellement. Et maintenant, je vais vous poser des questions dont les réponses seront peut-être des questions d'abord un peu générales, donc les réponses seraient peut-être un peu valables, on espère, pour tous les types de regroupements. Mais évidemment, nous allons aussi parler de Toulouse. Donc, ma première question est: comment le regroupement des communes à toutes les échelles affecte-t-il la gestion et le financement des bibliothèques locales? Vaste sujet, Léonore. Olivier, vous voulez répondre? Sur la situation de Toulouse, je pense qu'il n'y a pas de cas particulier. La question, c'est peut-être de se dire comment les bibliothèques peuvent tirer parti de ces regroupements. Sachant que c'est rarement la compétence qui arrive en premier lieu. Et donc, l'enjeu, c'est surtout d'essayer de surfer sur la vague, d'essayer d'exister et d'être visible dans des regroupements qui ignorent ou qui ne mettent pas en priorité la lecture publique. Donc, la question, ça serait plutôt de dire comment, dans les regroupements, comment les impacts des regroupements qui oublient les bibliothèques font qu'on arrive à exister, à se rendre visible, utile, efficace, nécessaire. Et pour l'avoir vécu dans une communauté d'agglo préalable, je pense que les problèmes d'une métropole sont exactement les mêmes que ceux d'un EPCI de plus petite taille. L'enjeu, c'est qu'on n'existe pas tant qu'on n'a pas, à minima, agrégé un service un peu commun, coproduit, de la coopération, un peu de mutualisation, qui se fait sous le radar parce qu'au départ, nous ne sommes pas dans les objets qui sont mutualisés, qui sont dans l'intérêt de ces économies d'échelle dont vous parliez. Voilà. Donc, je pense que le vrai défi au départ, c'est d'essayer d'exister sans exister, en fait, sans avoir d'existence dans l'intention politique. Je pense que les collègues qui nous écoutent doivent le ressentir, le vivre tous les jours.
Vous savez, Alors, Léonore, au niveau intercommunal, au niveau métropolitain, dans les agglos, la notion de compétence en lecture publique est quelque chose de très volatile, pour ne pas dire quelque chose d'inexistant. Donc, la plupart du temps, et c'est ce que vient de dire Olivier, on va travailler hors du cadre ou dans les interstices. Et c'est en ce sens-là qu'on a accepté votre invitation pour parler de l'initiative et de la manière dont on a travaillé à Toulouse, parce qu'on a essayé justement de s'amuser autour de ce cadre. Pour être très précis, la métropole de Toulouse n'a pas la compétence en lecture publique. On ne construit pas d'équipement, on ne gère pas d'équipement. Pour autant, il nous semble qu'on pense et on espère mener une politique de lecture publique métropolitaine assez ambitieuse. Et c'est ça qu'on a envie de vous raconter, c'est comment, sans la compétence, on développe des compétences. Et ben, on va alors aller dans cette direction. Je souligne quand même qu'il y a des EPCI qui ont pris la compétence lecture publique. Je pense qu'on a tous en tête un grand réseau pleine commune près de Paris qui a été un des premiers et dont toute la profession a suivi les réalisations pendant de nombreuses années, et on a vu beaucoup de constructions surgir et beaucoup de réflexions autour de l'organisation du travail et de ce qui était et de la manière dont tout cela a évolué. Mais donc parlons de votre cas particulier. Effectivement, on n'a pas la compétence et pourtant il y a des défis à surmonter. Alors comment on fait pour exister alors qu'on n'existe pas? Comment être un fantôme dans une métropole? Juste pour rebondir sur Pleine Commune, ça a été aussi l'exemple qui a un peu cristallisé et crispé tout le monde, en fait. C'est qu'on se disait, soit on est parfait, soit on n'est pas. Et donc, Pleine Commune, c'est un hasard, c'est un contexte et politique et de développement urbain et d'élus, voilà, qui fait qu'il y a un moment, ça a du sens et c'est très contextuel. Et aujourd'hui, on ne peut pas vendre le modèle de la lecture publique mutualisée sur cet exemple-là qui est c'est presque un hasard heureux, le fait qu'on ne soit pas parti avec plein de métropoles, plein d'agglos, qui soient bien structurés et qui aient pris ce défi en main. Ça montre que c'est quelque chose qui nous a un peu aussi bloqué et un peu cristallisé. Donc, pour répondre à la seconde question, comment est-ce qu'on braconne et comment est-ce qu'on existe à l'extérieur de ces compétences? Déjà, en constatant qu'on existe de fait. De fait, on a déjà toutes les communes, puisque à l'échelle communale, la compétence est là, ont soit un équipement, soit une intention, soit des dispositifs qui sont autour de la lecture publique et autour du livre. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fédère ces réseaux d'énergie, ces réseaux de compétences et ces réseaux finalement d'intention qui se situent au départ, c'est comme ça qu'on l'a un petit peu agrégé, on pourra revenir sur l'histoire de la mutualisation et de ce champ qui se met en commun depuis une dizaine d'années, sur les professionnels. Donc, comment est-ce que les professionnels s'emparent de projets, s'emparent d'intentions, en disant, c'est pas la compétence, c'est pas les directions juridiques et c'est pas en fait les élus qui vont commencer à en parler, c'est nous qui allons commencer à en parler pour voir ce qu'on peut fédérer et comment on crée du réel qui est juste et qui se concrétise. Parce qu'aller voir un élu pour lui dire, on aura envie de fédérer, de créer un réseau, on aura envie de transférer une compétence, l'élu, lui, il ne comprend rien, en fait. Si ça ne vient pas de lui, c'est très compliqué de l'expliquer. Si ça vient de lui, c'est super, mais c'est quand même très rare. Voilà. Mais alors, quels sont les arguments qui font mouche? C'est là où on rentre un petit peu dans le modus operandi de ce que nous on a fait. Alors, effectivement, Éléonore, notre modèle n'est pas un modèle, c'est une démarche, c'est celle de Toulouse. Elle est propre. Nous, on en parle parce qu'on la connaît. Elle ne prévaut pas sur d'autres modes de développement. Et on le sait pour avoir travaillé avec les autres métropoles, les modèles sont légion et il y en a presque autant que de métropoles. On pourrait parler de Lyon, de Montpellier, de Bordeaux, qui ont eu des stratégies différentes. La nôtre, elle recèle de quelque chose de particulier dans le sens où on a travaillé beaucoup avec les professionnels et on a fait en sorte qu'il y ait un portage des élus. Alors, effectivement, qui ne relève pas de la compétence, mais qui s'est matérialisé par un document cadre et directeur qui a donné qui a donné deux choses essentielles. Une volonté de travailler en commun,
une vision partagée par les élus, par les professionnels de ce grand territoire. Alors, rappelons que la métropole, c'est 37 communes. La métropole de Toulouse, donc une commune centre, hein, évidemment, Toulouse, et puis autour des communes qui sont parfois beaucoup plus petites, beaucoup moins signifiantes en termes de démographie, et pour lesquelles le seul équipement culturel peut être la bibliothèque. Donc, on sait à quel point les élus communaux peuvent être attachés à ces équipements. Donc, notre réflexion, ça a été de créer, alors j'utilisais tout à l'heure le mot d'interstice, finalement ce cadre hors du cadre, qui est une charte de lecture publique, qu'on a pu faire signer en 2016 par les 37 maires des communes, et qui avait vocation, donc, d'une part, à créer cette dynamique partagée, cette vision d'un déploiement de la lecture publique au niveau métropolitain qui soit partagé par l'ensemble des signataires, et par ailleurs, de créer des objets partagés. C'est le deuxième fil rouge de ce qu'on a pu faire, c'est ce que nous on appelait les chevaux de Troie ou le cheval de Troie, des objets partagés qui, par leur nature, nature d'objets de culture, d'objets de lecture publique, allaient nous permettre d'infuser sur tout le territoire, alors pas par la création brute d'équipements, de bibliothèques ou de médiathèques, mais par un nombre d'actions partenariales impliquant les professionnels. Il va falloir que tu lui dises ce que c'est, parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que cette charte traitait très peu d'objets qu'on a l'habitude de mettre en commun, c'est-à-dire un SIGB, une carte unique, une politique documentaire. Là, ça a commencé par des espèces de bulles qui sont extérieures à notre champ et qui ne nous viennent pas forcément à l'esprit. C'est de la coopération sur les animations culturelles, sur les festivals littéraires, sur des remix à l'intérieur des bibliothèques, sur un petit peu d'argent qu'on va mettre sur des boîtes d'innovation, des boîtes de retour, là, donc des boîtes de troc. Donc en fait, au départ, vous avez très intensément dit on a envie de faire des choses ensemble, mais grosso modo, dans le paquet de la mariée, il n'y avait rien qui était du dur sur ah oui, mais il va falloir faire un SIGB. On va peut-être construire des bâtiments communs qui seront communautaires quand on se fera ou pas. Donc, depuis 2013, ce qui est super, c'est de se rendre compte qu'en fait, au départ, la ville de Toulouse n'avait pas envie d'être le porte-drapeau et le pilote de ça. Donc, en fait, il y a une cellule à la métropole qui s'est constituée en disant mais nous, les conservateurs, les bibliothécaires, on a envie de travailler sur des petits objets et on va les mettre dans le premier cheval de Troie qui est une charte où on dit on a envie de travailler ensemble, on a envie d'avoir des festivals communs, on a envie de mettre un petit peu de budget en commun sur l'animation culturelle, des résidences d'auteurs, voilà. C'est comme ça que ça s'est constitué. Ça veut dire que le premier argument qui fait mouche, c'est on va faire des choses ensemble et ça va vraiment pas coûter cher. On fait un truc. De toute façon, l'élu, si vous essayez de lui exprimer quelque chose qu'il ne comprend pas et qui en plus il doit payer, c'est la double peine. Donc là, en fait, pendant 3-4 ans, il y a, par exemple, de dire on fait un diagnostic. On a envie de se connaître, on ne se connaît pas bien, tiens, on craque 50 000 balles pour faire un diagnostic. Et au moins, on va savoir qui fait quoi, qui est où sont les bibliothèques, les tailles, les manques, les carences, etc. Et là, pendant 2-3 ans, c'est ce qu'ils font. Voilà. Renaud, vous pouvez peut-être mettre le visuel 2, qui est une timeline. Alors, ouais. Voilà. Si on voit bien l'écran, ce que raconte cette frise chronologique, c'est que il y a des moments clés, effectivement, dans la relation à l'élu et dans la relation au déploiement de l'action territoriale. 2016, avec l'adoption de cette charte de lecture publique, on met l'objet sur la table, c'est signé, il y a une délibération, tous les élus de la collectivité sont au courant qu'il y a une démarche les impliquant leurs équipements municipaux, leurs bibliothèques municipales, dans un espèce de vaste réseau. On parle de réseau, mais ça n'en est pas encore un. On est sur une projection, on est sur une idée d'un. Ce qui est génial, c'est que c'est une promesse. C'est-à-dire que dans le champ culturel, les conservateurs ne font rien, les musées ne font rien, la DCSTI ne fait rien. Il n'y a que finalement les bibliothèques qui font rien, mais qui disent qu'elles vont faire quelque chose et qu'elles pourraient faire quelque chose, ou si on commence à dire, on ne sait pas qu'on fait rien, regardez dedans. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce de promesse dont vont se saisir les élus, que dire, vous avez vu la lecture publique, ça y est, c'est bien, on s'entend bien, ça marche bien, ça se fédère, alors que dedans, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a l'essentiel, c'est la coquille, le cheval de Troie qui fait que dedans, on va pouvoir, au fur et à mesure, à chaque fois qu'on va passer une délib, en disant, tiens, on a un projet avec 2 expos qui vont circuler, ping, charte de lecture publique, on prend la délib, ça rentre dedans. Tiens, nous, on est en train de faire le festival qui s'élargit, le marathon démo, on a envie que ça s'élargisse sur tout le territoire. Bing, ça passe du territoire toulousain à tout le territoire Toulouse, plus les métropoles. Et ça, quand on parle des chevaux de Troie, c'est-à-dire qu'on commence modeste, mais avec une grande ambition affichée. Et
on ne s'épuise pas à essayer de mettre en œuvre l'ambition dès le départ. Voilà. Donc ça, c'est pendant 2-3 ans, ils font ça. Pour ça, j'étais pas là, moi, donc c'est facile à dire. Pour être très concret, Éléonore, pardon, juste pour vraiment bien illustrer ça, la charte, elle avait 2 objectifs qui ont été écrits. Donc, c'était encourager la créativité et l'innovation. Vous voyez un objectif très large. Qui n'est pas en bibliothèque, généralement. Non, c'est pas forcément. Et mailler le territoire comme espace culturel. Donc là, on est sur vraiment des objectifs qui relèvent d'une dimension politique. Et ça, on l'a décliné dans 8 projets. Donc, c'est les projets qu'on a évoqués un peu en vrac, les boîtes à troc, les festivals littéraires. Et notamment, c'est ce qu'on voit en vert au milieu de la timeline, le lancement de MABM, seul équipement transféré en 2020. Ça, c'est génial, ça. Merci, tu peux en parler. Olivier. Je vais en parler si Éléonore me l'autorise. MABM, c'est la bibliothèque numérique métropolitaine. C'est un équipement. Est-ce qu'avant d'en parler, je peux poser une question? Parce Bien que sûr. en vous écoutant là tous les deux sur cette charte et sur ce que portaient les bibliothécaires, on voit bien la volonté de convaincre des élus qui auraient été réticents, très attachés à leur propre établissement, etc. On ne parle pas du tout de réticence de la part des bibliothécaires. Il y a comme un seul homme, tous les Mais non, justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, la force vive, elle est là. À part si c'est ton ennemi juré dans ton réseau, généralement, on est tous alignés pour dire… Je sais qu'on a une culture professionnelle très forte, mais on connaît quand même tous des collègues un peu réticents au changement. Oui, là, le changement, il n'est pas trop visible. Hein. Grosso modo, on te dit, on n'a rien changé dans ta compétence. Tu es toujours municipal, tu as toujours ton SIGB, tu as tes lecteurs, tu as ton action publique, ton action culturelle. Le changement, c'est potentiellement le changement. J'ai ton expo que tu as fait, que moi, je n'ai pas fait, je n'ai même pas choisi. Ah ouais, si, justement, le changement est une plus-value pour les bibliothécaires métropolitains. On peut imaginer. Ok, non, mais c'est peut-être particulier au réseau, cet enthousiasme général est tant mieux. Non, mais c'est une posture, parce qu'en fait, c'est une posture. C'est les gens qui viennent en disant, quand vous allez commencer, là, on se met autour de la table, c'est pas pour se bouffer la rate, on se met autour de la table parce qu'on a envie. Moi, quand je suis arrivé en 2022, je dis voilà, les gens qui n'ont pas envie de coopérer et de se mettre dans des logiques transversales mutuelles, ne venez pas autour de la table, ce n'est pas une obligation, c'est un bonus positif. Donc en fait, si on est autour de la table, c'est pas pour dire moi je suis contre, moi je veux pas. Si tu veux pas, on a besoin que tu sois l'ambassadeur auprès de ton élu. Donc, ils ont cultivé ça depuis le début. Non ? Alors, pour comment dire, argumenter et étayer cette question, le changement est plutôt positif puisqu'on va proposer des services supplémentaires aux abonnés des bibliothèques municipales. Et c'est notamment cette bibliothèque numérique qui est aujourd'hui un site internet avec 5 millions d'articles de presse lus par an, plusieurs milliers de livres numériques prêtés. Donc ça, c'est vraiment une création issue de ce consensus politique autour de la charte de lecture publique. Donc, c'est un service en plus proposé aux bibliothèques. De la même manière, l'accès au festival littéraire qui, comme l'a dit Olivier, était limité au centre-ville et qui d'un seul coup s'exporte dans des petits villages, ça, c'est vraiment une plus-value. Alors, ça crée aussi une ambivalence puisque c'est ne pas consommer, que ça soit pas descendant de la ville-centre et qu'on soit un peu co-constructeur en tant que… C'est un précis de truc qui est super intéressant, c'est que MABM, quand la charte de lecture publique se met en œuvre, c'est pas pour faire MABM, c'est pas pour faire une plateforme de ressources numériques, c'est pour faire la charte en tant que telle. Et puis 3 ans après, on dit bon ben voilà, on a des objets, comme tu dis bah est-ce que c'est intéressant, et là bim, il y en a un qui dit bon ben on voudrait des ressources élec. Ah ben il y en a pas à Toulouse. Toulouse dit je vais pas me l'acheter tout seul. Il y a une charte qui dit on fait des choses ensemble. Les autres disent moi j'ai pas un radis, donc je peux pas me l'acheter. D'accord ? Donc là cette vertu de point de départ qui n'était pas de dire on veut faire un gros truc bien cadré avec des ressources numériques, ça arrive après parce qu'on dit tiens, ça tombe bien, dis donc, on a un projet. Les élus, ils sont bono depuis 3 ans en train de dire la charte, c'est génial, c'est génial, c'est génial. On dit tiens, regardez sur un plateau, il faut craquer 120 000 balles, allez-y, la facture est là. Et là, deuxième cheval de Troie, on crée un équipement. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on crée une espèce d'intention de déclaration à laquelle on va raccrocher plein de choses tant qu'il n'y a pas de compétences bien formalisées. On dit là c'est la charte, on se rapproche à la charte. Et à un moment, bim, on dit tiens là on va créer un équipement qu'on va transférer sur le principe de l'intérêt communautaire, métropolitain. Et bim là on transfère, on dit cet objet-là il est vraiment métropolitain, payé par la métropole et instrumenté par des collègues de la métropole. Avec cette fois une compétence qui est reconnue, c'est celle qui…
En fait, la charte de lecture publique a fait levier pour créer les délibérations qui permettent d'avoir cet équipement et qui, de fait, permet un transfert de compétences partiel sur cet équipement métropolitain. Bibliothèque numérique. Et j'ajouterai, pour répondre à votre question, Éléonore, sur cet aspect un peu concurrentiel ou parfois conflictuel entre les collègues. Qu'est-ce qu'on fait avec cet équipement? Avec cet équipement, on les associe à la constitution des contenus documentaires. C'est-à-dire que le réseau naît par l'objet partagé. Là encore, cette notion de cheval de Troie, on travaille d'abord sur un service qu'on rend aux abonnés des bibliothèques, mais comme on va associer tous les bibliothécaires, alors tous ceux qui peuvent, je ne vous cache pas que dans un petit village avec un bibliothécaire, c'est parfois difficile de le mobiliser plus que dans une grande ville. Pour autant, ils sont tous on crée une communauté d'intérêt bibliothécaire autour de la production de ces ressources numériques. Et ça, c'est ce qu'on voit sur ce visuel. Vous voyez, il y a une espèce de maillage marron. Les gens travaillent ensemble sans avoir le réseau est une projection, est un désir, est encore, comme vous disiez tout à l'heure, un fantôme, mais on commence à chasser ce fantôme. Et on commence à le chasser collectivement. Et petit à petit, cette notion de communauté métropolitaine s'installe et commence à s'insuffler au travers de ces fameux objets partagés. Et après, il y a une nouvelle rupture qui arrive en 2022 où là, effectivement, la charte, elle arrive un peu à échéance et on se dit, on la renouvelle. Donc, il faut la régénérer. Et donc, il y a une nouvelle direction qui arrive. Donc, moi, j'arrive et je dis, quand même, je trouve que tout fonctionne très, très bien dans le réseau. Voilà. Mais il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas, c'est la part prise par Toulouse. Donc, Toulouse fonctionne très bien dans son coin. Parce que Renaud, vous pouvez mettre le premier visuel pour illustrer ça. C'est un très gros réseau qui vit un peu sans les autres et qui ne fait pas bénéficier ses compétences aux autres. Et puis, la métropole vit très bien aussi parce que les festivals, parce que les interactions qualitatives, l'action culturelle, etc. Mais finalement, ça ne s'interpénètre pas avec Toulouse. Et donc là, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour écrire cette nouvelle charte? Qu'est-ce qui va emmener tout le monde pour dire, finalement, ces chevaux de Troie, comment on les nourrit, comment on va y injecter de nouveaux objets? Et donc là, c'est assez simple, puisqu'on se dit, là, quand même, moi, j'arrive en tant que directeur de bibliothèque et je dis, je trouve que la bibliothèque, en tant que telle, les objets classiques ne sont pas représentés dans cette charte. Donc, il va falloir qu'on garde le bénéfice de tout ce qu'on a fait au départ, les festivals, je dirais le soft, et qu'on injecte dans la charte du hard. Voilà. Donc, un système de gestion de bibliothèque mutualisé, mise en œuvre par Toulouse et mutualisé pour tout le monde, la carte unique, la question des tarifications. Voilà. Donc, en fait, et quand on pose cette question-là à un élu qui, depuis 10 ans, est biberonné à « c'est magnifique, la charte, etc. », comme on dit à Toulouse, ça passe crème. C'est-à-dire qu'en fait, on dit on va faire un système mutualisé, mais comment faut prendre une délib? Bon, on va prendre une délib. On a déjà un équipement qui est transféré. Bon, on prend une délib pour dire que cet équipement, qui est un portail documentaire numérique, devient un portail documentaire avec dedans des services étendus dans lesquels on va trouver un catalogue, on va trouver un agenda partagé, on va trouver tout ça. Et donc là, en fait, on fait une délib, c'est 10 lignes, ça prend 5 minutes. On ne s'est pas pris la tête pour dire comment on va faire est-ce que vous êtes tous d'accord pour rentrer dans le système. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la zone de confiance qui a été créée depuis 10 ans, elle fonctionne. Puisque quand les bibliothécaires sont autour de la table, ils savent que ça, c'est pour le bien commun, que Toulouse n'est pas en train de manger le gâteau, qu'au contraire, on va s'appuyer sur leurs compétences et que effectivement, sur le temps long, quand on va tomber, en fait, on va mettre 3-4 ans pour intégrer tout le monde dans le système, tout le monde, les plus réticents se sont fait une idée et ça va basculer tranquillement parce qu'en fait, on sait que cette zone de confiance, elle a fait ses preuves, en fait. Elle a fait ses preuves. J'ajouterais, on a mis un donut à l'écran, crème, gâteau. Bon, c'est pas parce qu'on est des gourmands à Toulouse et qu'on arrive vers l'heure du repas qu'on fait ça. C'est pour essayer de faire comprendre une notion qui est très importante à nos yeux, c'est que historiquement, la ville de Toulouse, les bibliothèques de la ville de Toulouse travaillent avec les bibliothèques de la ville de Toulouse. Et historiquement, la métropole est très coupée en réalité de la ville-centre. Olivier parlait du SIGB. Le SIGB, c'est ce qui va nous permettre de remplir le milieu du donut ou de faire en sorte qu'il déborde vers l'intérieur. Je ne sais pas quelle image on prend, pour dire que d'un seul coup, on va avoir un outil. Alors, MABM a posé les jalons de ça, MABM, la bibliothèque numérique, puisqu'on a installé ce premier équipement qui rayonne et qui bénéficie à tous. Mais là, il s'agit d'aller plus loin.
Il s'agit de commencer à doter les professionnels d'un outil commun, donc d'une culture commune qui va s'appuyer sur des formations communes, etc. Renaud, si vous pouvez revenir au timeline, parce que j'ai peur que les gens… voilà, merci beaucoup. Ouais, salive. On a envie qu'ils salivent, mais sur la charte, pas sur le donut. Et donc, si vous voyez, on a créé ces premières commissions professionnelles avec Mabem. Comme je vous disais, on a rassemblé des professionnels qui ont travaillé ensemble. On a par ailleurs développé des formations et de la culture commune. Quand on a travaillé, et c'est le travail qu'on est en train de finaliser à cette deuxième charte dont on parlait des objets partagés comme le SIGB commun, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé des comités techniques avec les bibliothécaires qu'on avait commencé à identifier, avec qui ont travaillé sur Mabem, donc de la métropole, pour travailler. Donc la deuxième charte, elle ne vient plus finalement d'un organe centralisé qui prêcherait une bonne parole. Elle vient des acteurs eux-mêmes du territoire qui ont commencé à intégrer cette communauté non officielle, non formelle, cette communauté de lecture publique métropolitaine. On peut voir la troisième slide, par exemple, puisque là, aujourd'hui, ça démontre bien comment on a travaillé. Et là, ce n'est pas Toulouse qui travaille, hein, c'est l'ensemble de ces axes qui sont les 3 axes qui vont structurer la prochaine charte de lecture publique et qui structurent un outil, parce que pour soutenir tout ça, il faudrait un petit peu de pognon. Hein, donc, parce que quand on dit on fait des chartes, on fait des chartes. Donc, en fait, la mécanique qui a été enclenchée, c'est de dire, il y a une BNR, on va faire une BNR métropolitaine. Donc, en fait, on va aller chercher l'argent et l'inscrire sur un périmètre métropolitain. La DRAC était tout à fait d'accord et favorable, puisque c'est ce qu'ils souhaitent, hein, justement, que ces leviers d'État permettent ce type de pénétration du territoire. Donc, la BNR, en fait, on a signé une BNR pour l'ensemble des dispositifs, donc qui vont permettre, en fait, aux collègues de s'impliquer pour mettre en œuvre des outils, des dispositifs, des projets pilotes. D'accord. Et puis, on va avoir le CTL qui va venir. Donc là, c'est pour le hard, la BNF en investissement. On a inscrit ça dans notre PPI. Et pour le soft, on est en train de construire un CTL qui va venir alimenter en contenu, en animation, en accompagnement, donc résidence d'auteurs, animation de la vie littéraire, au bénéfice de tout le monde, mais construit par tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, les six projets sont portés chacun par un bibliothécaire du territoire en lien avec Toulouse. Ce n'est pas Toulouse qui les porte, en fait. Nous, on porte en fait essentiellement le gros portail métropolitain, mais tous les autres, en fait, sont coproduits et coportés par tout le monde. Alors, si on gratte vraiment, si j'étais avec le directeur des affaires juridiques, s'il me disait, ça se repose sur quoi? Je dis, sur rien. Ça repose sur rien, en fait, quoi, dans l'absolu, mais à la fois, ça repose sur tout. J'ai une délib qui me dit tout ce qu'on est en train de faire, ça rentre dans un équipement mutualisé. J'ai une BNR qui fait que on a du pognon sur 3 ans qui est signé avec l'État, et j'ai un CTL qui est en train de se construire. Et j'ai oui, dans l'absolu, c'est pas formellement magnifique, génial, et tu vas pas pouvoir faire un symposium avec tes collègues des directeurs des affaires juridiques. Mais sur le papier, c'est hyper incarné et c'est hyper fort, en fait, c'est hyper ancré. En toute humilité, on crée de l'envie auprès des professionnels et des élus. Mais c'est très, très drôle. En toute humilité. C'est forcément la meilleure stratégie. Et là, on a bien entendu l'habileté, mais aussi toute la patience. Ça prend du temps, hein, c'est 10 ans de construction et ça n'est pas du tout terminé. Et on voit bien le côté cercle vertueux qui s'est installé. J'aimerais quand même, puisqu'il nous reste 2 minutes, on va peut-être en prendre 3 pour comparer ce qui s'est passé là à Toulouse avec d'autres réalités. Et là, Olivier, j'ai envie de m'appuyer aussi sur ton expérience précédente, puisque tu dirigeais la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen-la-Mer, donc un établissement communautaire, deux autres villes, établissements communautaires, et les autres communales, une autre dynamique, mais à l'inverse, on n'a pas du soft au hard. Le réseau de Caen-la-Mer, c'est une carte unique, c'est le SIGB commun, et par contre, pas forcément une charte, etc. Donc, bien sûr. Ouais, voilà. Alors, juste, est-ce que je ne sais pas si je peux parler librement, mais c'est vrai que là, en fait, tout ce travail en amont sur le soft qui a été fait crédibilise et rend durable ce projet, en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas s'arrêter, parce que quand tu disais, oui, direction des bibliothèques et du livre, ça, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on le change pour dire, c'est pas directeur, avant ça s'appelait les bibliothèques et la lecture publique. Et là, les interstices ayant été tellement nourris, et à l'échelle métropolitaine, mais on s'occupe du livre, en fait, quoi. Et cette dynamique-là, elle n'a pas existé, moi, dans mon poste précédent, parce qu'effectivement, en amont, il n'y avait pas cette culture du projet et de l'envie.
il y a une espèce d'oukase que j'ai portée, moi, qui n'était pas portée par les élus, qui était de dire, bon, bah, moi, je suis là pendant 4-5 ans, quand je partirai, il y aura un système commun, une carte commune, la gratuité, etc. C'est ce que j'ai fait au forceps. Et à la fin, il n'y avait plus rien. À la fin, il n'y avait pas cette culture, cette envie, il n'y avait pas ces moyens, il n'y avait pas ces élus qui avaient été finalement colonisés, dont le cerveau avait été un peu colonisé pour dire, mais on y croit, c'est super. Donc, en fait, finalement, c'est juste pour dire que quand le modèle ne part que du froid, c'est très compliqué de le faire vivre après et d'y ajouter du chaud. Nous, on est parti avec du chaud, voilà, quelque chose un peu presque, enfin, c'était quand même très ambitieux parce que quand on voit là, on porte quand même 600 000 € de festival, le Marathon des mots, c'est nous qui le portons. Donc, c'est quand même l'histoire qui, depuis 2013, porte le festival de Marathon des mots. Mais ce show-là, le froid arrive et le chaud continue, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut ces deux parties-là, il faut travailler sur des micro-objets et sur des micro-ambitions. Et je pense qu'il ne faut pas partir sur l'orthodoxie et sur comment dire, les outils tout de suite, parce que c'est très compliqué après de passer à l'étape suivante. Surtout que souvent, les élus nous voient comme un objet technocratique. En disant, ah oui, je le vois très bien à côté, là, les archives font exactement la même chose aujourd'hui. Et les archives, on est en train de mettre en place une plateforme de numérisation et de stockage, mais il n'y aura rien d'autre après, derrière. Je le vois très bien. Et je me dis, ah oui, bah, ils commencent là-dessus, ils veulent aller vite, il faut que ça se fasse, mais ça sera très compliqué d'avoir une culture commune qui se met en place avec des objets un peu plus soft. En fait. Vous savez, Éléonore, ce soft powering, excusez-moi pour l'anglicisme dont parle Olivier, finalement, c'est peut-être ça le plus important et le plus, la réalisation la plus aboutie de ce qu'on a fait. Parce que c'est là-dessus que va pousser l'essentiel de nos initiatives. Et aujourd'hui, au sein de la collectivité, au sein de la Direction générale de la culture, on vient nous chercher pour nous demander quelle est votre expertise en termes de diagnostic, de maillage territorial, de déploiement d'une offre équitable au niveau territorial. Aujourd'hui, c'est la lecture publique chez nous qui sert de modèle là-dessus parce que cet exercice a permis finalement de donner une méthode qui, bon an, mal an, n'a pas trop mal fonctionné chez nous et dont on espère qu'elle va continuer à fonctionner. Donc, mais je suis obligée, vu l'heure, de dire… Non, mais c'était une très belle conclusion parce que c'est beau. Je sais, je n'ai quasiment rien dit. Mais c'est une belle conclusion, ça met vraiment du baume au cœur, je pense, sur les petits cœurs de tous ces bibliothécaires territoriaux qui… Vous avez vu, on en a mis un derrière. Ouais, merci. Peut-être affaire à suivre, revenir dans 5 ans, dans 10 ans pour voir comment tout cela a encore pu prospérer. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un format court, donc on doit se quitter, mais on se revoit bientôt. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt.